Bonjour à tous. Suite de ce programme des Utopiales qui prend petit à petit sa vitesse de croisière. Et donc, d'abord, merci à tous d'être aussi fidèles au festival. Et c'est toujours un immense honneur pour moi, quelles qu'en soient les circonstances, d'être sur la scène de Chailleul avec des si prestigieux invités. Alors, bienvenue à mes invités aujourd'hui. Donc, je vais commencer par vous les présenter rapidement avant d'aborder le thème de cette table ronde. Donc tout à fait en face de moi, monsieur Aymeric Séasso, qui est élu à la ville de Nantes, parti communiste français, et qui est l'un des soutiens les plus importants, les plus fervents du Festival des Utopiales depuis maintenant plusieurs années. Et également quelqu'un qui connaît très bien sa science-fiction. Je me rappelle, Aymeric, avoir été très impressionné par ton discours d'ouverture il y a 3 ans, où tu nous avais présenté quelque chose qui traitait vraiment à la quintessence du genre, et qui montrait bien que la science-fiction avait investi bien évidemment tous les domaines, et notamment le domaine du politique. À ses côtés, un invité très important évidemment de ce festival, Paolo Bacigalupi, auteur américain qui est ici très connu grâce à La fille automate, son premier roman, mais aussi grâce à ses histoires courtes, à ses nouvelles short stories, wind-up stories, qui sont disponibles d'ailleurs aujourd'hui en téléchargement. Vous pouvez les lire et les découvrir si ça n'est pas le cas. Et puis son dernier roman qui parle aussi beaucoup, on est parfaitement dans le sujet, entre les machines et l'énergie, vous allez voir, qui s'appelle Water Knife, et tout ça qui est paru en France au Diable Vauvert. Et il faut souligner le travail impressionnant de cet éditeur sur la mise à disposition en français et dans des traductions d'excellente qualité de l'œuvre de Paolo Bacigalupi, qui fait partie de l'une des plus importantes aujourd'hui. À ses côtés encore, Denis Bajram, l'auteur de l'affiche, l'incontournable, celui qui fait être aujourd'hui les Utopiales, qui donne l'image des Utopiales de cette année. Vous avez son exposition juste à côté de vous, juste à côté de l'espace Chailleul. Et puis Denis, qui est aussi un habitué des Utopiales. Denis, ça fait quand même plusieurs éditions maintenant que tu viens. On disait que tu allais à Angoulême depuis bien plus longtemps que ça. Mais bon, les Utopiales t'ont adopté depuis très longtemps, et tu es l'un de nos invités vedettes. Et puis à mes côtés, Philippe Aubert-Côté, justement, qui est un auteur québécois, et qui fait partie aussi d'un changement, d'un mouvement qui s'est mis en place depuis plusieurs années aux Utopiales, et que j'ai à l'époque contribué un petit peu à impulser aussi, sur la présence de plus de francophonie, d'une présence d'auteurs francophones plus importante, et notamment du Québec. Voilà. Philippe Aubert-Côté, donc, qui est l'auteur du jeu du Démiurge, et qui a fait aussi une thèse sur les nanotechnologies, et donc il pourra s'exprimer ici à la fois en tant qu'auteur et à la fois en tant que chercheur sur ces questions d'énergie, de ressources, et puis sur cette fameuse question que nous allons aborder ensemble maintenant, et qui est, je pense, au cœur du festival, au cœur des questions que vous vous posez par rapport à la place des machines dans notre vie. Qui aura accès aux machines et à leurs ressources? Alors, pour travailler un petit peu, avant de vous faire parler, juste parce que pour faire un petit peu le tour de la question, j'ai préparé un petit nuage de mots, voilà, qui vous est présenté, un petit nuage de mots un peu taquin de ma part, un peu provocateur. Les mots qui sont dans ce nuage et que mes invités découvrent en même temps en français sur l'écran sont des mots qui sont tous extraits de leur présentation. Tous extraits soit de leurs interviews, soit de leur présentation ici dans le catalogue du festival. Donc ce sont des mots qu'ils ont soit prononcés, soit qu'ils ont écrits, soit qu'on a écrit à propos d'eux. Donc vous voyez, par récurrence, beaucoup de science-fiction, beaucoup de machines, mais aussi immédiatement dire les machines, la société, etc. Et puis la forme de ce petit nuage de mots, c'est l'accélération. Alors, l'accélération, c'est la première question peut-être par laquelle je voudrais commencer. Qui aura accès aux machines et à leurs ressources dans ce processus d'accélération? Vous savez, il y a eu un essai il n'y a pas très longtemps de Hartmut Rosa qui s'appelait L'accélération, et qui justement questionnait le fait que le progrès technique, et le progrès technique, c'est quelque chose maintenant que nous connaissons bien depuis presque 3 siècles, de façon tout à fait significative, depuis l'industrialisation, depuis le 19e siècle. Ce progrès technique qui crée de nouveaux clivages, en même temps qui crée de nouvelles possibilités. Et au fond, cette question à laquelle je propose à mes invités de répondre, c'est une question qu'on se pose pratiquement depuis 3 siècles. Comment les machines transforment notre quotidien? Comment elles créent peut-être de nouveaux clivages, de nouvelles inégalités?
comment elles permettent d'exploiter de nouvelles ressources aussi, et comment finalement, eh bien, est-ce qu'elles nous amènent vers un monde meilleur? Est-ce que c'est une accélération vers un monde plus juste? Est-ce que c'est une accélération vers un monde toujours plus inhumain, à l'inverse? Et au fond, comment on peut se positionner par rapport à ce mythe de la machine qui apporterait une énergie infinie, ou au contraire, à ce mythe de la machine, et c'est un mythe aussi, aliénante, restrictive, déshumanisante. Alors peut-être, on va d'abord commencer par la science-fiction elle-même, par le cœur du genre. Alors je vais me tourner d'abord donc vers les deux auteurs, et puis on va commencer avec Monsieur Paolo Bacigalupi, notamment dans vos deux romans qui sont traduits aujourd'hui en France et disponibles, grâce au Diable Vauvert, donc La fille automate, grand succès évidemment, et puis le dernier qui vient de sortir, hein, qui est là disponible aux Utopiales, Waterknife. Quelle est votre position par rapport, quelle est votre réponse, Paolo, par rapport à cette question? Est-ce que les machines permettraient une meilleure distribution des ressources énergétiques disponibles, ou est-ce qu'au contraire, il n'y a pas d'espoir et qu'en finalement, ces machines ne vont que enraciner les inégalités? Okay. Normally, when I think about technology, I'm interested in it because I don't think that machines or technologies are inherently one thing or another. I don't think that they inherently either disenfranchise people, nor do I think that they are inherently empowering. Normally what I look at is I'm curious about the value set of the people who are building the machines. What do they think is most important? And so in a novel like my new novel, The Waterknife, there's a question of water scarcity, and there are machines to solve this problem. There are ways to recycle the water, there are ways to clean the water, there are ways to provide for people's needs. But all of that technology is only being applied in the free market. And so when the markets are involved, that means that you're only solving problems for those people who can pay. So in the Waterknife, that means that there are the haves and there are the have-nots. It means that the people who have access to wealth, because the marketplace only cares about people with money, the people with wealth have access to clean water, they have protection against a broken environment, whereas those people who don't have the money, who don't have a stable life, they're disenfranchised, and so it's not. But those technologies could have been, a lot of my futures are broken futures, and they're specifically broken because the people who are using technology have decided not to care about everyone. They've only decided to care about profit. D'accord, merci beaucoup. Et donc finalement, ces machines qui ne créent pas forcément des inégalités, hein, si je comprends bien la réponse de Paolo, mais qui peuvent soit les accentuer, soit les entériner, et en tout cas de toute façon qui ne sont pas la solution a priori utopiste qu'on avait pu décerner ou avoir en tête dans les années 1800-1850 au 19e siècle. Mon autre auteur, Philippe Aubert-Côté, auteur du jeu du démiurge, est-ce que la machine peut être un démiurge? Est-ce que la machine pourrait un jour résoudre peut-être les problèmes énergétiques? Vous avez travaillé sur les nanotechnologies. On sait qu'il y a ce rêve de la nanotechnologie qui nous environne et qui pourrait régler les problèmes, résoudre l'accès à la ressource énergétique, permettre à chacun d'y avoir accès. Est-ce que c'est ce vers quoi nous allons, ou peut-être plutôt au contraire, d'après vous, d'après votre expérience en tant qu'auteur, votre vécu en tant que chercheur? Je dirais que dans mon métier, moi, c'était mon ancien métier parce que j'ai changé de métier récemment. Oui, j'ai étudié en bioéthique. Je ne suis pas quelqu'un qui apporte des questions, des réponses, pardon. Je suis quelqu'un qui pose des questions. Donc, à brûle pour point, je n'ai pas de réponse à cette question, mais on peut tenter d'y réfléchir. Est-ce que les machines peuvent résoudre les problèmes énergétiques? Possible. Est-ce qu'il existe des nouvelles sources d'énergie qui nous sont inaccessibles ou inconnues? Si elles sont inconnues, on ne les connaît pas, donc ça va être une surprise si on tombe dessus et ça pourrait être miraculeux.
Je sais qu'il y a des recherches qui se font, par exemple sur la fusion nucléaire, où il y aurait une possibilité d'exploiter des quantités d'énergie phénoménales, sauf que la technique n'est pas encore au point, mais ce n'est pas impossible qu'elle soit au point. Ce n'est pas impossible pendant qu'on y arrive un jour. Donc, oui, je crois que les machines pourraient nous aider à résoudre certains problèmes énergétiques, sauf qu'elles ne sont, à mon avis, qu'une composante du problème. Parce que qu'est-ce qu'on va faire de ces machines-là? Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours un être humain derrière. Est-ce qu'il va vouloir que les autres y accèdent? Est-ce qu'il va vouloir que les autres y accèdent, rendre ça disponible? Quelles sont les valeurs qui vont dicter les choix d'utilisation de ces machines-là? Tantôt, mon confrère parlait de valeurs, et moi, ça m'a sonné une cloche, justement, parce qu'en bioéthique, on s'intéresse beaucoup aux valeurs qu'ont les gens, aux valeurs qu'ont les chercheurs quand ils créent un procédé ou un appareil, mais aussi aux valeurs de l'utilisateur, des dirigeants qui financent, etc. On en revient beaucoup à un problème de valeurs. Donc, est-ce que la machine peut résoudre les problèmes énergétiques? En elle-même, il y a une possibilité, mais j'avoue que mon inquiétude est plus du côté de l'être humain. Qu'est-ce que l'être humain va faire de ces machines? Qu'est-ce qu'il va promouvoir comme développement technologique? Ou j'irais plus dans ce sens-là. Oui, on est bien d'accord dans l'idée qu'au fond, la question, c'est justement de la valeur qui sera derrière. Hein. Et quand on parle de valeur, on parle aussi bien de valeur morale, philosophique, que de valeur économique, financière. C'est-à-dire, ces machines-là vont produire de nouvelles énergies ou vont permettre d'accéder à de nouvelles énergies. Mais c'est toujours la question de la répartition. On est sur une question sociale, indiscutablement, et je pense que les deux auteurs déjà qui se sont exprimés dans leurs travaux, je pense notamment à Waterknife, où il y a eu, pour Paolo Bacigalupi, des recherches sur le droit de partage et d'utilisation des eaux par rapport au fleuve Colorado. Hein, c'est un des sujets, un des socles de ce roman. La question se pose. Alors, deux autres intervenants, le politique, le créateur, le dessinateur, le concepteur de monde imaginaire. D'abord, peut-être Denis, on arrivera à la question sociale directement après. Alors, l'énergie et les machines, si on regarde l'œuvre Universal War, mais pas que, hein, évidemment, la machine a une place importante, mais là encore, il me semble que la question, notamment dans le temps, dans la conception du temps qu'il y a dans Universal War, c'est quelles valeurs sont derrière. Quelle place tu donnes à ces machines? Est-ce que ces machines peuvent changer les ressources, changer l'exploitation des ressources, ou au contraire, c'est toujours finalement une question exclusivement humaine? Allô? Ah oui. Dans Universal War 1, la conquête spatiale commence réellement parce qu'on a la fusion. Et qu'avec la fusion, on a l'antigravitation. Bon, alors j'étais un peu loin, mais on a immédiatement un couple qui permet de faire à la fois beaucoup d'énergie et des moteurs très efficaces pour sortir de la Terre. De fait, je donne ma réponse dans la série, puisqu'on reproduit dans le système solaire exactement le niveau de conneries qu'on a sur Terre. Et ça se termine en conflit totalement destructif. Et on détruit à peu près autant dans le système solaire que ce qu'on est en train de détruire sur Terre aujourd'hui. Ça, c'est mon opinion personnelle. Je ne l'ai pas réfléchi à l'époque, elle est sortie naturellement. Moi, ce qui me frappe, en tout cas, à chaque fois qu'on parle de machines, et en effet, c'est qu'on pense toujours ça du point de vue occidental. C'est très frappant, par exemple, dans un dessin animé comme Wall-E, où on voit ce petit robot qui nettoie les détritus laissés par l'Occident, et dans un vaisseau, il y a les gentils occidentaux qui sont devenus obèses à force de s'occuper le temps avec d'autres machines. À aucun moment dans ce film, on ne sait ce qui est devenu du reste de la population humaine. L'intégralité de l'Afrique, etc., rien, un néant total. C'est-à-dire qu'il est très probable dans ce film que tous les pauvres sont morts sous les détritus des riches, et qu'on s'intéresse au destin de ces salopards qui, là-haut, terminent de s'engraisser ultimement. Et c'est vraiment très étonnant, ce film a été diffusé partout. Je n'ai jamais entendu la moindre remarque à ce sujet-là, alors que finalement, ce film désigne très exactement le probable usage de la machine qu'on aura, c'est-à-dire satisfaire de moins en moins de personnes et leur épargner, en effet, comme il disait de manière très pertinente, les dégâts de ce qu'on est aujourd'hui en train de faire, réparer ça, mais pour très peu de personnes. Voilà, je trouve que ce film est très parlant par tout ce qu'il ne dit pas. Oui, pour ajouter à ta réflexion, je sors aussi de la salle de Steamboy tout à l'heure. Je pense qu'il sera d'ailleurs diffusé plusieurs fois pendant le festival, qui est une réflexion sur la vapeur, sur l'énergie de la vapeur, où il y a une espèce de fascination morbide pour aller exploiter cette énergie jusqu'à son maximum, au point que les scientifiques qui se penchent sur cette question-là perdent complètement tout sens scientifique, toute prudence. On a une sorte de djihadisme scientifique, de fascination pour cette énergie illimitée ou quasiment illimitée.
Et c'est très éclairant, ça correspond bien aussi à ce que tu dis au final. La machine aggrave plutôt, en mon sens, les inégalités, mais elle n'est qu'un outil finalement, elle n'est pas tributaire, elle n'est pas responsable des valeurs qu'il y a derrière. Alors lorsqu'on parle de valeurs, évidemment on parle de valeurs politiques. Je me tourne vers l'acteur politique, même si c'est aussi au titre de passionné et de très bon connaisseur de la science-fiction qu'il est là, Émeric. La mécanisation, l'industrialisation, quelque chose qui remonte maintenant à plus de 2 siècles. Est-ce qu'elle a aggravé, est-ce qu'elle a enlaidi le monde? Est-ce qu'il pouvait en être autrement? Est-ce qu'aujourd'hui, toutes nos nouvelles machines, toutes nos numérisations, toutes nos machines informatiques, est-ce qu'elles pourraient représenter quelque chose, par exemple, comme une optimisation du partage des ressources en politique? Je parle en politique municipale, en politique locale. Ou est-ce qu'au contraire, on se rend compte qu'il y a une tentative d'exploitation commerciale systématique des nouveaux moyens de partage de l'énergie? Je commencerai, si tu le permets, par un tout petit retour en arrière, mais c'est un peu l'histoire de l'humanité, la lutte contre la nature et la capacité à construire des machines. Moi, j'ai grandi avec Rahan, qui passe sa vie à inventer des objets, des machines, etc., et qui a toujours eu un rôle central dans le travail humain, dans la création humaine. Par exemple, prenons les Grecs. Les Grecs, ils ont inventé des tas de choses dans l'astronomie, dans toutes les sciences, les mathématiques, la philosophie, l'histoire, et très peu dans les machines, et très peu dans les machines agricoles. Peut-être parce qu'à l'époque, il y avait des esclaves qui étaient peut-être les robots et les machines d'aujourd'hui, ou en tout cas... donc c'est frappant que la place des machines est toujours au centre des phénomènes de production, donc de travail, donc de partage ou pas des richesses. En 1921, si je ne me trompe pas, Kazimir Malevich, qui est plus connu comme plasticien, cubiste, futuriste, enfin il a participé à plusieurs écoles, il écrit un bouquin qui s'appelle « La paresse comme vérité effective de l'homme », où il explique que finalement l'homme, sa vision de la perfection, Dieu, le Dieu occidental en tout cas, il a créé le monde en 6 jours et puis depuis lui, il ne fait plus rien. Donc, notre but à tous, c'est l'oisiveté, la paresse, le loisir, etc. Bon, ça ne matchait pas trop avec le stakhanovisme naissant et la valeur travail en Union soviétique. Donc, il a eu quelques ennuis avec le régime, qui n'était pas tout à fait d'accord avec son bouquin. Mais en tout cas, il imagine, dès 1921, que l'automatisation va pouvoir libérer du temps et que l'oisiveté, jusque-là réservée aux plus riches, ceux qui possèdent la force de travail des autres, pourrait être partagée. Et je crois qu'aujourd'hui, la question qui nous est posée, avec des nouveaux paradigmes, je parlais du combat de l'homme contre la nature, aujourd'hui on a le paradigme de savoir si on peut survivre avec l'exploitation qu'on fait de la planète, donc si la nature, l'espèce humaine elle-même peut survivre avec l'exploitation qu'on fait de la planète. Mais tu parlais d'accélération tout à l'heure, et je crois qu'aujourd'hui, on est à une deuxième course de vitesse avec la révolution informationnelle et tous les outils que nous avons, après la première révolution industrielle. C'est pour ça que je remets Malevich au milieu. On a d'un côté soit un partage des savoirs, avec d'un côté Wikileaks, et d'un autre côté les écoutes de la NSA, un élitisme transhumaniste à la Google, et puis d'un autre côté, soit le partage, là aussi, du travail, du temps de travail, soit une aggravation des inégalités et du chômage de masse, puisque certaines études parlent d'une automatisation qui pourrait demain remplacer 50% des emplois dans les sociétés occidentales comme la Belgique ou la France. Donc on est dans cette course de vitesse-là, et comme toujours dans les grands challenges de l'humanité, on peut s'attendre au meilleur comme au pire. Oui, absolument. Et c'est vrai que de remettre le sujet par rapport au rêve du 19e siècle, hein, tu fais bien de citer, tu cites Malevich par rapport au 20e, mais c'est vrai qu'il faut bien vous rendre compte qu'au 19e siècle, le rêve, c'était vraiment que les machines allaient tout régler. C'était le bonheur par la machine. Alors finalement, on s'est bien rendu compte, dans cette première partie de la table ronde, avec vos interventions, que la machine n'est rien d'autre qu'un outil, à ne pas forcément confondre avec la notion de technique. Il ne s'agit pas de céder à cette espèce de tentation simpliste de dire si les machines n'apportent rien, alors autant revenir à l'état de nature, autant revenir à l'âge du feu, même à l'âge où avant l'agriculture, etc. Les machines ont quand même profondément changé la vie des hommes. Mais il y a quand même quelque chose qui me marque profondément, c'est si les machines ne changent pas les valeurs humaines, si les machines ne sont pas dans la mesure, ne permettent pas de changer la manière dont se comporte l'homme, pourquoi ne laisserait-on pas
entièrement le pouvoir aux machines? Pourquoi on ne laisserait pas les machines entièrement gérées de façon parfaitement autonome, comme par exemple Yann Banks l'exquise dans Le cycle de la culture, les machines gérant les ressources pour l'humanité dans une sorte d'utopie globalisée où finalement tout le monde a accès aux ressources parce qu'aucun être humain n'a plus la capacité, le pouvoir d'avoir une influence directe et d'imposer des valeurs politiques sur la gestion de ces ressources. Alors peut-être la réponse de Paolo Bacigalupi dans Waterknife, il me semble en tout cas que la vision est assez négative, assez sombre. Il y a des enjeux juridiques importants, des enjeux techniques importants. Pourquoi précisément cette exploitation de l'eau ne pourrait-elle pas déboucher vraiment sur quelque chose de positif? Qu'est-ce qui fait que véritablement chaque fois qu'un être humain intervient en utilisant cette puissance de la machine, il y a nécessairement une situation négative qui s'impose? Est-ce qu'on ne pourrait pas laisser le pouvoir aux machines? Est-ce que la solution ne serait pas de laisser la machine gérer les ressources? Okay. I think this is a complicated question. I think that there is this immense potential with machines. I remember reading an article years ago about the Hershey Chocolate Company in the United States, and there was a moment when they had reached a level of efficiency and they had enough machines working that they could automate enough of their chocolate making in order to let all of their workers have 3 days off per week, so that everybody was working only 4 days per week. And so there was this moment in history when we kind of had a window into what automation could do. It said, well, we've made enough money today, we don't need to do any more work, let's all take another day off. And then the marketplace got involved again, and competition got involved again, and suddenly the idea was, oh, it's not a question of did we make enough chocolate for all of us to pay for our needs? We now are going to make enough chocolate to expand the market, to make more money, to make, and production shifted back. And they started expanding, and they kept expanding, and they tried to sell more and more chocolate instead. There was never a sense of what enough was. And I think that, when we talk about, with the questions that I deal with mostly in my novels, whether it's The Wind-Up Girl or The Water Knife or any of the other broken futures that I've written, human beings never quite figure out what enough is. Right now, we've been on a steadily increasing quality of life for centuries, which is great. But at the same time, we've been sort of mining out the underlying resources of the earth, and that's a limited bank. We can only take so much out before we actually start sort of undermining our own prosperity. So even as we're going up, we're undermining the resources that we need to survive because we don't know what enough is. If we had been content with a lifestyle from the 1950s, we might have been able to level out in some way, but we weren't. We could just keep going. And so that question, I think, of can we get machines to manage things better for us or whatever, well, we would have to have values that say, no, we're going to limit ourselves. We have a sense of what enough is, so that we can tell those machines, here are the values to work inside of. If we believe economically that not only do we need money, but we also need a stable environment where we aren't seeing mass extinctions, that's a very different model than the one we work under today. It's all about the values that we plug into our machines. It's all about the values that we use to organize our society, regardless of whether it's a machine managing it or a human being managing it. It's those underlying values, the base assumptions of what the good life is, about what good management is, about what sustainability is. Those are the keys, I think. And those things we still don't, every day we have a hard time making that decision. I flew to France. I got on a plane and burned a lot of carbon to come here. So, I think of myself as a good person, but I'm not managing resources in an entirely sustainable way. So, that's kind of the issue regardless.
Mais je suis content justement que tu parles du développement durable et de la question de sustainable way, justement, parce qu'il y a quand même une alternative. C'est-à-dire que là, ce que tu nous as dit, ce que nous dit Paolo, c'est que finalement, c'est qu'il faudrait changer. Puisque dès qu'on crée une nouvelle richesse, cette richesse va faire l'objet d'une exploitation. Donc tant qu'on est dans une logique de marché, une logique économique de marché, libérale ou ultralibérale, de toute façon, il y aura toujours l'exploitation de la richesse nouvelle qui est créée, de l'énergie nouvelle qui est mise à disposition. Et les fractures sociales, économiques ou autres s'aggraveront. Mais on a connu dans l'histoire de l'humanité d'autres périodes qu'on souvent regarde de manière négative, mais par exemple au Moyen-Âge, en pleine période féodale, en pleine période d'inégalité politique, clairement, il y avait le partage de la machine dans des villages. La machine qui servait à transformer les récoltes en céréales, le moulin par exemple, des choses très simples, était une machine à temps partagé, part-time machine, c'est-à-dire que chacun dans la communauté avait un temps alloué, un temps égal, un temps équilibré. Et donc cette histoire de système dont tu parles bien, ce système individualiste, qui rentre de plein fouet à l'encontre de la machine, qui nous donne de nouvelles potentialités mais sans nous changer, finalement, devrait nous encourager au contraire à repenser un monde non seulement sustainable, mais plus collectif. Vas-y. Pour prendre ton exemple, pour prendre ton exemple médiéval, c'est une époque de précarité. Et moins il y a de ressources, plus on est prêt à les partager. Parce que la survie collective et donc individuelle est souvent mise en cause. On a l'impression qu'en s'enrichissant, en ayant plus de machines, en exploitant plus les ressources, on a de moins en moins envie de les partager. C'est quand même toujours... c'est en ça que l'exemple est très intéressant. Justement, à l'époque où on avait peu, il fallait partager, ce n'était pas possible autrement. Oui, construire un moulin pour chacun n'était pas envisageable. Bien entendu, et puis sans moulin, on mourrait de faim. Mais par contre, la précarité, par rapport à ce que dit Denis, dans Waterknife, c'est pas plutôt la précarité qui provoque justement un comportement très individualiste, entre guillemets très étatiste, puisque les États essayent de segmenter, il me semble en tout cas le fleuve Colorado, c'est ça dans le roman, la ressource en eau se tarit, et donc chaque État le long du Colorado, le long de ce fleuve géant, essaye de bloquer et de capter, de garder dans une situation de précarité annoncée la ressource. Pourquoi ces États réagissent comme ça? Pourquoi il n'y a pas un esprit fédérateur finalement qui serait de partager la ressource au nom du bien-être général? Après tout, le but de l'État n'est-il pas le bien commun? Qu'est-ce qui justifie ça dans Waterknife? Well, okay, so the problem with the idea of sharing, and it's very interesting if you look at something like medieval times when people had a collective sense that each of their benefit required their neighbor also to benefit in some way. Their neighbor has to do well, we all have to work together, we get this mill. By working together, we all improve. In the United States, especially, I think, as we have become more specialized, more differentiated. We are talking about specialization both geographically. California has different interests than Arizona or Colorado, but also industrially. The agricultural interest is very different from the people who are real estate developers who want to build more houses. And they don't necessarily see themselves as being connected. And I think that's the moment when you start having zero-sum conflicts, where you believe, oh, if I get it, I win, I don't care about the other person. The more that we're separated from one another, the more that our industries are separated, the more that our existences are separated. And this, I think, applies specifically to wealth. The idea with the wealthy, they oftentimes, as they become separated from the rest of the people around them, they start to believe, well, I have money to solve that problem. I don't need to invest back into making sure that everyone's problem is solved. I have the money to solve it for myself. I can buy the solutions I need. A really simple example of this is in India, where water supplies are fairly polluted. But the middle class and wealthy can buy their own water treatment systems for their homes, which means that they don't have a reason to invest back into public water infrastructure and public water cleaning. So the overall water is poisoned, but
the middle class and the wealthy can clean their own. And that separation is really interesting, because if we don't always have the collective feeling of being connected to one another, that all of our needs are the same needs and we should all invest together in our needs, I think that's where you start seeing society break and make the wrong decisions and make zero-sum decisions. I win, you lose, too bad. Oui, c'est là où le côté excessif, ou en tout cas prospectif de la science-fiction se rapproche de plus en plus tristement de la réalité, parce qu'on est dans une économie qui n'est pas encore une économie de la précarité, mais qui le devient, en tout cas pour certains types d'énergie. Et pour l'instant, on n'est pas en train d'assister, je pense que Émeric Seasso sera d'accord, on n'est pas en train d'assister à une société plus égalitaire en train d'émerger, quoi, hein. On est plutôt en train d'assister à des fractures multiples, à des micro-fractures entre ceux qui vont avoir une énergie plus propre ou plus conséquente que les autres. Non, juste un mot pour dire que l'accaparation évidemment des ressources naturelles, et à commencer par l'eau, est un des premiers instruments de domination politique. Il suffit de regarder ce qui se passe entre Israël et la Palestine, ou ce qu'il en reste, puisque ce n'est pas encore un État, bien que ça le devrait. Et l'accaparation à la fois des nappes phréatiques, de l'eau, mais aussi d'empêcher les pêcheurs palestiniens d'aller pêcher plus qu'à quelques kilomètres des côtes où ils ne ramènent plus rien, est un des premiers outils de domination et d'oppression politique. De la même manière qu'il y a une série de conflits plus ou moins invisibles, mais il y a un gros conflit territorial entre la Chine et le Vietnam sur les eaux territoriales, parce qu'on a trouvé un peu de pétrole par ici. Donc on est vraiment, à chaque fois qu'il s'agit des ressources naturelles, et c'est un peu le thème de la table ronde, au cœur d'un certain nombre de conflits. En même temps, les machines permettent d'accéder à de nouvelles ressources. C'est-à-dire que les ressources naturelles, même dans une situation de crise climatique, de dérèglement climatique tel que nous la connaissons, les ressources naturelles de la planète n'ont pas toutes été identifiées, n'ont pas toutes été utilisées, n'ont pas toutes été épuisées, contrairement à ce qu'on entend dire parfois de manière simpliste. Et c'est vrai que les machines pourraient nous permettre d'améliorer l'exploitation de ces ressources et de les gérer dans la durée. Mais on a l'impression que le problème de l'État revient. C'est-à-dire qu'on a l'impression que dès qu'il y a un intérêt étatique, dès qu'il y a un intérêt centralisateur, et c'est intéressant par rapport à Waterknife aussi, parce que ce sont plusieurs étages le long d'un fleuve, donc c'est presque comme plusieurs mondes autour d'une voie. On pourrait le faire en space opéra, on pourrait le faire sur l'histoire du temps aussi. Et on a l'impression qu'à chaque fois on revient alors, à la même problématique, là où il y a un enjeu de pouvoir et de ressources, il ne peut y avoir qu'exploitation. Alors j'ai envie de me tourner vers Philippe Aubert-Côté et vers Denis Bajram. Et pourquoi pas le démiurge? Alors pourquoi pas tout recréer, tout partir de zéro, si finalement on en revenait à la solution platonicienne, après tout, si un seul a la philosophie comme guide, pourquoi on ne serait pas tenté de donner le pouvoir à un seul ou une seule qui gérerait la question, et comme un démiurge, c'est-à-dire qui réinventerait le monde complètement? Est-ce que ça c'est envisageable? Est-ce que dans Universal War, tu montres que l'extraordinaire expansion de l'humanité grâce aux nouvelles énergies, grâce aux nouvelles techniques, n'a rien changé fondamentalement dans le cœur de l'homme? Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre possibilité? Et pareil dans le jeu du démiurge, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une recréation du monde par les machines? Une réinvention? C'est un des fantasmes qu'il y a autour de la singularité, donc de l'apparition d'une intelligence artificielle totalement supérieure à ce qu'on serait capable de comprendre nous. J'ai plusieurs fois lu des scénarios où elle s'emparerait du pouvoir tellement elle nous penserait idiots et incapables de gérer notre planète. Il y a cette possibilité-là, mais si on redescend tous en enfance, à ne plus s'occuper de rien, on va être en effet ces grassouillets dans le vaisseau de Wall-E, en train de passer le temps, quoi. C'est quand même un peu effrayant pour notre espèce. Je ne dis pas dans l'absolu, c'est regarder de loin, finalement la planète ira mieux. Ce sera sans doute une bonne nouvelle pour toutes les autres espèces. Mais voilà, ça pose la question de sommes-nous des idiots à ce point-là pour avoir besoin de voir, à la place de Dieu, de voir descendre un dieu-machine nettement plus intelligent que nous. Moi, je trouve ça vraiment désespérant de devoir m'en remettre à cette idée-là, mais ça paraît être une des seules aujourd'hui capable de mettre fin à ce concours d'avidité. Enfin, on se croirait dans Wall Street, quoi, sur la planète entière maintenant, quoi. Surtout le Wall Street 2, où tout le sujet est sur l'avidité comme ça. C'est vraiment ça qui se passe partout, à tous les étages, y compris même dans la culture et tout. C'est quand même sidérant, cette avidité permanente. Ceci dit, toute personne qui a gagné de l'argent un certain temps fera tout son possible pour ne pas redescendre. C'est un phénomène qui est assez facile à expérimenter soi-même.
On a tous eu des périodes où on n'avait pas grand-chose, des périodes où ça allait mieux, et en général, à la période qui allait mieux, c'est très difficile d'envisager de redescendre. À partir du moment où on ne veut pas redescendre, on fait tout ce qu'il faut pour maintenir le niveau, et en général, on prend plus. Voilà, le système humain est comme ça. Mais comment réformer ça? Dans Star Trek, Next Generation, il présente un monde où il n'y a plus l'air d'avoir d'argent, etc. Mais quand même, quand on regarde de près, il faut passer par les âges obscurs, c'est-à-dire une destruction complète, apparemment, de la civilisation humaine, pour que ceux qui survivent à ça rebâtissent enfin un système centré sur l'épanouissement humain, y compris individuel. Hein. Il n'y a pas du tout de négation de l'épanouissement individuel, mais pas du tout porté sur l'accaparation, mais au contraire sur l'épanouissement de chacun, son intégration dans une société. Et on voit que la machine, à ce moment-là, fournit carrément les biens, puisqu'il y a il y a le synthétiseur de matière, ce qui laisse sous-entendre qu'en fait, l'accaparation de biens n'a plus aucun sens, quoi. Oui, l'idée c'est ça, c'est la disparition de la propriété. Il n'y a plus de biens, puisqu'il n'y a plus de biens à s'approprier, puisqu'on va en avoir autant qu'on veut. Philippe Aubert-Côté, sur ce rapport à la machine, cette capacité d'être un démiurge, en fait, de réinventer le monde, est-ce que l'imaginaire n'a pas autre chose à proposer que des visions négatives, sombres et désespérées? Je vais tenter une réponse, même si je dis que je suis un poseur de questions. Je pense que oui, on peut imaginer autre chose. Mais qu'est-ce que l'on peut imaginer exactement? J'avoue que je serais bien embêté. Je sais que pour le démiurge, j'ai imaginé des post-humains qui sont très mécanisés, qui sont fusionnés à la machine. Ils l'ont été dans une perspective de survie dans l'espace, parce que les machines survivent mieux dans l'espace que l'humain, que la chair humaine. Mais cependant, j'ai fait un jeu. Au moment d'imaginer mes post-humains, justement, le cliché, c'est que les post-humains sont toujours des êtres froids, comme des machines, comme des ordinateurs. Ils n'ont pas d'émotion, ils n'ont plus de valeur. C'est un cliché qu'on voit souvent dans la science-fiction. Et moi, quand j'ai conçu les miens, je me suis arrangé pour qu'ils conservent des valeurs humaines. Et ça, c'est une idée que j'ai empruntée à un philosophe belge, Gilbert Ottois, qui a beaucoup réfléchi sur la post-humanité, le transhumanisme et tout ça. Et il avait proposé un impératif catégorique de dire, OK, si on modifie l'être humain pour en faire autre chose, et là, c'est quoi le autre chose, là? Moi, c'est au-delà de mon imagination. Il disait, d'accord, mais on devrait s'arranger pour que ces êtres-là conservent ce que lui appelait l'éthicité. Donc, E-T-H-I-C-I-T-E, vous irez voir ça sur Internet. C'est la capacité à questionner ses actions, à se demander, est-ce que j'agis correctement, est-ce que je fais le bien ou le mal? Et les Eridani, qu'il y a dans mon roman, donc qui sont des hommes-machines, ont conservé cette capacité-là. Ils s'interrogent sur leurs actions, se demandent s'ils font bien, et on m'a dit justement que c'est ce qui les rendait intéressants, c'est que ce sont des machines, mais elles ont un côté humain, elles ont préservé quelque chose. Donc, oui, ce sont des machines, c'est un monde qui a été réinventé par les machines, mais qui a conservé cette capacité-là propre à l'être humain. Et si je fais un pont, juste avec une question qui avait été posée plus tôt, est-ce qu'on devrait confier aux machines la gestion de la société? Je trouve la question très intéressante et moi, je vois qu'elle soulève deux sous-questions. Je disais que c'était mon métier de poser des questions, si vous n'aviez jamais compris, donc c'est le cas. D'un, est-ce que les machines peuvent prendre des décisions? C'est ce qui a été dit plus tôt. En intelligence artificielle, je sais qu'il y a des recherches qui se font pour faire de la politique par intelligence artificielle. On crée des algorithmes d'aide à la décision, donc dans le but d'aider les politiciens. Mais on veut même en faire des applications plus légères, comme par Facebook, par exemple. Facebook qui vous demanderait, es-tu sûr que tu veux poster ce message très insultant envers ta belle-mère, par exemple? Donc, on voudrait faire la même chose pour les politiciens. Et c'est très difficile, de un, parce que les progrès de l'intelligence artificielle, il y en a des extraordinaires, mais on est loin. Et l'autre question qui se pose, c'est, même si je me fais un politicien virtuel, comment je le programme pour qu'il prenne la bonne décision? Parce qu'on s'entend que la politique repose sur une question de valeur, de priorité, et quelles sont les bonnes valeurs morales à prioriser dans cette intelligence artificielle-là? Si je pose la question à la salle, je suis sûr qu'on va avoir des débats pendant des heures. Donc, qu'est-ce qu'on met dans la machine pour qu'elle décide? Je ne connais pas très bien vos politiciens locaux, mais je connais Nicolas Sarkozy, je connais François Hollande. Je crois que si je leur confiais à chacun une intelligence artificielle en leur demandant « programmez-la moi pour qu'elle fasse de la politique », je suis sûr que j'aurais deux machines différentes. Et imaginez si on leur confiait le sort du monde à ces deux machines-là après, on ne s'en sortirait pas.
Très Donc, bonne, ça très soulève très des bonne questions. remarque. Ouais. C'est quelque chose qu'on voit avec les voitures automatiques, où la question aujourd'hui est de Oui, savoir ça a été si on doit, abordé aussi, je si on crois. doit, voilà, si on doit apprendre à la machine, Oui. si la machine doit tuer Oui, oui, tout à le fait, ça a été piéton en abordé. face ou le à la table conducteur ronde quand précédente. elle n'aura pas le choix. Ouais, oui. Qui va accepter de programmer ça, hein? Mhm. Bon, le politicien virtuel, ce politicien qui est à notre table n'est pas virtuel. Hein. Donc je ne vais pas lui demander ce que serait un politicien virtuel. Ce serait une insulte. Émeric, je ne vais pas te demander ça. Non, Mais oui, tu peux- surtout un républicain très attaché au pouvoir populaire et au libre arbitre qui, pour le coup, différencie l'homme de la machine. Mais je reviens un tout petit peu en arrière dans le débat pour dire que moi, ce qui me fascine et qui me fait un peu marrer quand même, c'est que les auteurs de science-fiction, ceux qui ont décrit le proche avenir, notamment l'école cyberpunk et tout ça, se sont mis à écrire sur le présent. Gibson, il y a 15 ans, l'identification des schémas, a dit il ne nous reste plus qu'à identifier des schémas. Et quand il écrit, le bouquin, alors pour le coup, a plus vieilli que le neuromancien et tout ça, puisqu'il en est à une enquête sur forum. Donc c'était le temps des forums Internet. Bon, maintenant, on est quand même la réalité virtuelle qui est exposée là-bas et tout ça dans un autre temps. Je pense à Walter John Williams qui nous disait il y a un an ou deux ici, on avait prévu plein de trucs, on est désolé, tout est arrivé. Bon. Et qui décrivait dans un algorithme justement qui était capable, dans son dernier, je ne sais pas si c'est son dernier, mais un de ses derniers bouquins, This is not a game. D'ailleurs, je ne voudrais pas trop spoiler le bouquin parce qu'il est excellent, mais un algorithme qui est capable de manger l'économie, quoi. Enfin, en tout cas, de précipiter les marchés dont on parlait à l'instant dans des crises absolument terribles. Donc, on est dans cette situation-là. Moi, puisqu'on parlait un peu d'utopie, moi je ne crois pas à une machine capable de remplacer complètement le cerveau humain, donc son libre arbitre, donc l'homme politique virtuel. Par contre, on est assis sur une mine de barbarie ou d'utopie. Et aujourd'hui, si nous disons que... d'abord, il y a encore des inégalités qu'il faut... vous savez qu'il y a 40% des salariés seulement qui utilisent le mail tous les jours dans leur vie au travail. C'est peu quand même. 60% qui utilisent des ordinateurs. Bon, je parle du rapport au travail. Il y a presque 100% des foyers équipés aujourd'hui, mais on en est là. Donc on a encore des inégalités à résoudre, mais si on automatise 50% des emplois et qu'on arrive à développer une émancipation plus cognitive, à produire du savoir, à partager du savoir, on n'est pas très loin des utopies décrites au XIXe siècle dont on parlait à l'instant. Marx parlait de producteurs libres. Et donc tout ça est possible à condition que, à mon avis, mais sans prosélytisme, parce que je ne suis pas là pour ça, mais le court-termisme est en train de bouffer le monde, puisqu'on cherche des marges de profit énormes sur un temps très court, qui nous emmènent à toutes ces catastrophes, y compris les catastrophes écologiques qui sont devant nous. Et si on se remet à réfléchir le temps long, et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup la science-fiction, parce que ça nous aide à analyser et à réfléchir le temps long et à lancer des alertes parfois, il y a des perspectives très positives, même aujourd'hui au cœur de la crise écologique qu'on vit. Oui, bien sûr. C'est sûr que le temps long ne doit pas être oublié. Tu as tout à fait raison. Et c'est vrai que nous, on est dans cet environnement de la science-fiction, on est souvent des décrypteurs du temps court, du futur proche. C'est l'un des engagements réalistes les plus puissants de la science-fiction, cette capacité à penser le présent. Combien de fois on l'a répété, la science-fiction est un outil spéculatif pour penser les conséquences de ce que nous faisons déjà, de tout ce qui est déjà en germe aujourd'hui. On le voit bien dans vos œuvres différentes, même lorsqu'on explore le futur très lointain ou dans une vision extrêmement globalisée de Universal War, on est sur les mêmes problématiques. Alors il y a encore plein de questions. Cette table ronde, j'aurais aimé qu'elle dure 3 heures. Je vois que le temps passe. En plus, on l'a commencé un peu en retard, c'est pas juste. Les prédécesseurs n'ont pas été totalement raccord, mais ça c'est pas grave. Je sais que le public a des questions, on va vous laisser poser des questions. Il y a juste un pan de la table ronde qu'on n'a pas pu aborder, que j'avais en tête, c'est la consommation d'énergie par les machines, parce que les machines consomment de l'énergie, nos ordinateurs consomment de l'énergie, plus nous progressons, plus nous utilisons des machines qui ont besoin elles-mêmes de leurs propres ressources. On le voit bien dans la série Real Humans, où il faut toujours se connecter, se rebrancher. Qui éteint son téléphone portable le soir ?
qui éteint son ordinateur au lieu de le mettre en veille. Donc on bouffe de l'énergie avec ces machines. Et ça, on n'a pas eu le temps de l'aborder en réalité. Les centres de données et de calcul Bien sûr, qui finissent par consommer qui doivent être refroidis. Ah oui, ouais. puis qui finissent par consommer plusieurs pourcents de l'énergie produite tous les Oui, ans. une nouvelle maintenant. façon de chauffer les maisons, c'est installer un centre de calcul dans le sous-sol. Ça marche très bien pour chauffer les maisons.